là ça vient de commencer, puis je disais que donc j'ai commencé à... Donc ouais, en fait mon père, c'est quelqu'un qui calcule énormément, qui voit tout, mon père. Mais il y a vite plus en travail. Ouais, en fait c'est quelqu'un qui croit beaucoup dans le travail. Et donc lui la discipline ne le dérange pas, ça peut être n'importe quoi, mais c'est donne-toi les moyens d'y arriver. Moi c'est ce qu'il m'a dit très jeune. Il m'a dit, lui vient de vraiment des études et de... il est aujourd'hui ingénieur, etc. Mais c'est vraiment une philosophie du travail. Et donc ouais, il m'a dit peu importe la discipline, ce qui compte c'est que tu te donnes les moyens d'arriver là où tu veux arriver. C'est la seule chose qui compte. Mais tu as commencé dans le fond à être assistant, à juste courir, mais tu as fait des choix à Paris aussi. Quand tu es arrivé à Montréal, tu travaillais à l'université. Ouais. Là j'avais fait, parce que quand je suis arrivé là-bas pour être... j'ai dit que j'allais travailler bénévolement déjà, donc au final ça a été plus simple pour être accepté là-bas. En revenant, en fait c'est dans les loges là-bas, il est genre 3 h du matin, je suis en train de nettoyer une loge et il y a l'humoriste Baptiste Le Caplin qui re-rentre dans la loge et je lui dis écoute, moi j'adorerais être humoriste mais je vis à Paris, où est-ce que je peux jouer? Il a pris un bout de papier, il a écrit 3 endroits où jouer et il a laissé son mail et il m'a dit tiens. Et donc là en rentrant, j'ai commencé à écrire dans l'avion. Puis j'ai écrit en rentrant, puis j'ai envoyé des mails pour me faire booker et j'ai joué pour la première fois de ma vie dans un truc qui s'appelait le Changeman au Café de Paris ici. De là on m'a fait jouer au Pranzo, puis j'ai joué dans d'autres soirées un peu à Paris et finalement j'ai passé mon baccalauréat qui est la fin des études ici à 18 ans qui t'amène vers les études supérieures et là j'ai dit non, moi je veux faire des blagues dans ma vie. J'ai vu Montréal, je sais à quoi ça ressemble. C'est là-bas que ça se passe. Okay. Et donc j'ai pris un avion, je suis arrivé à Montréal faire les études qu'on a fait quand on allait à l'université ensemble, puis qu'on est allés tous les deux pour la même raison, pour aller étudier. On voulait tous deux arriver à Montréal pour faire de l'humour. Il a commencé avant moi, première année, il a lâché, t'es allé à l'école de l'humour, il a été pris. L'année d'après, j'ai fait dans le même C'est là qu'on s'est connus. Exactement. Et puis moi sérieusement, l'un des trucs qui justifie les études universitaires que j'ai faites dans ma vie, c'est vraiment le fait que j'ai appris que l'université c'était pas pour moi et puis ta rencontre. Et puis moi quand j'ai appris que tu étais à l'école nationale de l'humour après, j'étais tellement satisfait. Ouais, quand j'ai fait mon stage, j'avais comme non, t'en revenais pas. Mais moi j'étais tellement content parce qu'on a eu tellement de discussions dans des amphithéâtres d'humour et on veut faire ça dans nos vies, puis on a envie de le faire et tout. Et je me souviens quand j'avais fait mon spectacle au Zoufest, c'était venu me voir et tout. Puis je t'avais dit à ce moment-là que moi j'étais pris à l'école. Et l'année d'après que tu rentres, je me disais putain, tu sais, on en parlait avant de le faire. Puis là ça y est, c'est devenu une réalité pour nous. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que ça c'était... c'est toi qui m'as fait découvrir parmi mes premiers humoristes québécois. Ah ouais, c'est toi qui m'as fait découvrir Guillaume Wagner par exemple. Ah ouais, oh ouais. Tu m'as montré plein d'humoristes québécois que moi je connaissais pas. Qu'au final j'ai fini par rencontrer après personnellement. Donc ça, oui, non, t'es allé au Kawa Café, puis t'es assis, il y avait Adib qui était direct devant toi, puis c'est là que ça a commencé après ça. T'as dit toutes les places, t'as commencé à faire fou de bord. Exact. Ça avait gros marché, ouais. Le Kawa qui est vraiment ta place. Le Kawa, c'est là que je vais tout le temps. Là je marche un peu partout dans Paris tous les jours pour retrouver un café aussi agréable que le Kawa Café et je n'en trouve pas. Tu dis que quand tu étais bénévole au Festival Juste pour rire, quand tu as décidé que tu voulais faire des blagues, tu as dit j'ai vécu Montréal, je sais que c'est à Montréal que ça se passe, j'ai vu l'humour, je veux y aller. Mais en fait, ce que tu avais vu, c'était juste le festival ou pendant que tu étais bénévole, tu avais été dans des petites soirées? J'avais vu que le festival. Fait que c'est sûr que toi, t'arrives, tout ce que tu as vu, c'est la crème de la crème, les gars, le festival. C'est ça. Ah, ben l'humour, ça doit être ici. Mais moi, c'est le niveau en fait. Moi, c'est vraiment le niveau et l'humilité. Parce que je voyais les gens agir en loge aussi. Ouais. Et j'avais été impressionné par. Et puis j'assistais aux répétitions. Moi je faisais des heures, les heures qu'ils me disaient c'était faire entre 10 h et ils me disaient de partir vers 8 h. Mais c'est faux, moi j'arrivais à 8 h du matin, quand il n'y avait rien à faire, et je partais à 2-3 h du matin. Quand je trouvais des trucs à faire, puis je me rendais disponible à tout le monde. La technique, la prod, l'artistique, comme ça j'avais mes entrées partout. Je voyais au final, il y avait un appel, j'étais là. Et ça me donnait une espèce de la confiance de tout le monde et donc une certaine liberté. Et donc ça me permettait, tu sais, quand il y avait des périodes mortes, d'assister aux répétitions. Tu vois. Ouais. Moi j'ai vu Mike Ward en train de répéter, tu sais, en train d'arriver sur scène quand il n'y a personne dans le public. Puis voir comment ça se passe, juste Q in, Q out, j'ai juste des petits trucs mais je les ai vus se préparer, j'ai vu le travail qu'il y avait derrière, un peu les coulisses. Les gars je les voyais le soir faire des standing ovations, puis après détente avec tout le monde, puis il y avait l'aspect fête après, et ça m'a inspiré, ça m'a dit, tu sais, moi c'était les humoristes francophones les plus
performants que j'avais vu de toute ma vie. Puis après, il y a des humoristes anglophones qui sont arrivés aussi qui m'ont impressionné, mais moi j'avais jamais vu d'humour francophone aussi puissant. Laurent Paquin, je me souviens qu'il m'avait tué en deux, puis après on s'était parlé dans les loges, puis on avait parlé un peu de la France et le gars était d'une humilité impressionnante, puis ça m'avait charmé. Je me suis dit mais attends, mais c'est là qu'il faut aller quoi. Ouais. T'avais eu le goût de faire de l'humour qu'à Montréal en commençant, ou tu disais que tu voulais importer ça ici, mettons? En fait, j'avais l'impression que pour me développer, déjà il y avait plusieurs raisonnements. Premièrement, j'étais jeune, j'avais 18 ans, et donc je me disais pour arriver sur scène il faut que tu aies des choses à raconter. Et là j'ai rien à raconter. Donc il faut que j'ai des choses et je me dis immigrer c'est pas mal le truc le plus riche humainement que tu peux faire. Et si en plus j'arrive à faire rire des gens qui sont pas de mon pays, ça reste une victoire aussi. J'étais persuadé qu'il y avait la place pour ça, qu'il y avait moyen de le faire. Et donc ça a été un des moteurs, et aussi je me suis dit c'est là que je trouve que les gens sont... J'ai vu des gens exceptionnels là-bas avec un bel esprit, c'est là que j'ai envie de me développer quoi, c'est là que j'ai envie de participer à ça en fait. Maintenant que tu l'as vécu, parce que quand même, t'es sorti de l'école, t'as bien marché à l'école, la tournée était là, on parlait de toi, t'étais souvent d'un bar pendant l'école, en sortant de l'école, t'as eu la bourre, t'as nuit pendant le brevet pendant 1 an. T'as-tu voulu rester là ou maintenant t'es content de venir ici? Parce que maintenant, pendant que t'étais à la Brevoort, tout ça, est-ce que toi, ta vie c'était vraiment ok, je vais faire de l'humour à Montréal, rester à Montréal? C'est sûr que là, t'as eu des opportunités. Mais sans ces opportunités-là, est-ce que t'aurais resté à Montréal et ça aurait été correct? Moi, c'est la seule et unique chose qui a fait que je suis venu en France là pendant 5-6 mois, c'est parce que je me suis dit, je peux revenir dans 5-6 mois et avoir mes accès à Montréal. Okay. Moi, Montréal, c'est pas quelque chose. Je vois pas la France ou Montréal. Moi, mon objectif ultime, c'est faire les deux. C'est vraiment francophonie. Et je pense que même... moi, j'ai une attache toute particulière avec Montréal. C'est là-bas que j'ai été un adulte. C'est là-bas que tu t'es développé comme personne. C'est là-bas que je me suis développé exactement comme personne. J'ai des amitiés, j'ai des affinités. Et puis même, je suis amoureux de l'effort que les gens mettent dans leur travail. Là-bas, il y a une science de l'humour qui est... Ça me plaît quoi, donc moi il n'y a pas soit France soit Montréal, je veux faire les deux, c'est ça mon objectif. Et si je me suis permis de venir ici, c'est parce que j'avais l'impression, et j'espère que je me trompe pas, que j'étais arrivé à un moment où je suis pas une star à Montréal, pas du tout. Mais ça va bien. Mais ça va, mais c'est ça, veut dire que là-bas je passe pas à côté de, tu sais, je délaisse pas un public je délaisse des gens, oui, mais enfin, ils vont trouver d'autres humoristes avec plaisir. Mais en même temps, si je reviens dans 6 mois, je sais que j'aurai encore mes entrées. J'ai l'impression d'avoir assez travaillé et assez fait mes preuves pour pouvoir revenir et que les gens me rebookent. Puis que tu vois, puis redévelopper des choses, puis avoir une fidélité avec le public aussi. Mais tu parles de la différence de discipline entre Montréal et Paris. Après toi, est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas la culture de la discipline ici, ou c'est que le monde se complaît facilement? Je sais pas d'où ça vient. Moi je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de public ici. Et puis il y a tellement, énormément de public que je pense qu'ici il y a moyen de rouler avec la même chose pendant longtemps. Alors qu'à Montréal, mais il y a quand même de plus en plus cette volonté d'écrire beaucoup et de le faire. Mais c'est pas au même niveau qu'à Montréal. À Montréal, il y a vraiment la volonté. On n'a pas le choix. Ouais, il y a cette espèce d'obligation. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, une volonté d'être toujours. Je pense dans le processus créatif, les gens aiment pas avoir quelque chose de complètement stable. Ouais. Du moins dans la génération, la nôtre et celle au-dessus de nous, il y a cette volonté d'être toujours à quelque chose qu'on essaye, toujours en train d'avancer. J'ai jamais fait un spectacle avec le même pacing exact. C'est vrai qu'à Montréal, les gens travaillent beaucoup sur l'écriture. Même qu'à Paris. Puis là, regarde, justement, on en parlait tout à l'heure, on prenait l'exemple de Simon Leblanc, qui là, en ce moment, sort un spectacle et en rôde un autre en même temps. Enfin, c'est génial. Et ça, je trouve que c'est complètement montréalais dans l'attitude, montréalais dans le travail. Il y a quelque chose d'enroulement permanent. Il y a cette science-là au Québec. Il y a cet amour de le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas l'amour est pas juste dans je présente mon art et j'en récupère les applaudissements. Je dis pas que c'est ça ici, hein, mais je trouve qu'il y a une vraie culture à Montréal de j'aime le faire. Je le fais par passion. J'aime être en train d'écrire et j'aime amener du nouveau. J'ai l'impression que même à l'intérieur du domaine, à l'intérieur du milieu, on aime être à l'écoute du nouveau des autres. Oui. On aime présenter du nouveau à les gens de rodage à Montréal fonctionnent quasiment que pour ça. Les gens veulent voir, jamais vu, tu sais, ils veulent voir. Exact.
c'est ça, t'évolues, mais à part le travail, mettons, l'humour, quand t'as juste le matériel, le contenu, c'est quoi la différence que tu vois entre Montréal et la France? Moi je trouve qu'en termes de stand-up, Montréal le public est plus éduqué en stand-up qu'en France, et simplement parce que c'est plus récent en France en fait. C'est la seule raison, c'est juste parce que à Montréal c'est présent depuis plus longtemps. Justement c'est Laurent Paquin qui m'avait dit ça quand on était j'étais bénévole. Il m'a dit moi je suis arrivé à 20 ans avec du stand-up en France, puis les gens n'avaient jamais vu ça. Mais ici il n'y a pas de quatrième mur. Le stand-up est né d'une culture de théâtre. Exact. Parce que par chez nous, tu sais, en Amérique, surtout aux States, le stand-up est né d'une culture de stand-up. Ouais. Tu sais, les Richard Pryor, même mettons plus proche de nous, ils font des chants, tout faisaient du monologue. Encore là, ils font des chants, c'est inspiré de Lenny Bruce parce qu'il est à côté. Même Claude Meunier avec les lundis des AA, c'est parce qu'il est allé faire les tours des comedy clubs à LA, puis il a fait ok, c'est le même, ça marche là. Puis il l'a amené ici, puis il a pensé le lundi AA, ça. Ça n'a jamais été loin, fait que ça a été plus. Ici, ça fait, ouais, mais Molière il faisait rire comme ça, fait que tu sais, on va pas faire des pièces de théâtre, mais on va faire un petit sketch. C'est ça. En fait, on a pris cette culture du théâtre. Il y a une culture théâtrale en France qui est absolument magnifique. Et puis en plus, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Canada et les États-Unis sont quand même des nations récentes par rapport à la France. Et donc culturellement, moi je pense que le stand-up fait partie des formes d'art nouvelles qui sont engendrées justement par des nations nouvelles. Moi c'est ça que je trouve aussi génial. Parce que là en France, tu sais, t'as du Marivaux, t'as du Molière, t'as du Ionesco, t'as quand même une œuvre théâtrale avant ça, Racine, Corneille, gigantesque. Et donc, amener des nouveautés là-dedans, c'est parfois compliqué. Et donc, pour moi, des nations comme le Canada, comme les États-Unis, c'est idéal pour amener des nouvelles formes d'expression, notamment le stand-up. Pour moi, c'est complètement révélateur de tout ça. Et c'est pour ça que pour des pays comme la France, ça vient avec un peu de retard. C'est des gens qui faisaient du théâtre qui se sont transférés en stand-up. Mais là aujourd'hui on fait face en France à des générations qui sont du stand-up, qui naissent du stand-up, pas qui naissent du théâtre et qui arrivent au stand-up. Donc je pense que moi j'ai une grosse confiance dans la prochaine génération d'humoristes français. Je pense qu'il va y avoir de très grosses blagues. Il y a beaucoup de choses qui bougent en France. C'est con, mais même la communauté YouTube qui existe, il y a bien des humoristes en France qui se partent des pages YouTube juste pour après ça contre leur page. Tu sais, Norman qui existe, qui est gros mâché sur YouTube puis qui a commencé à faire de la scène grâce à ça. Exact, Est-ce que selon toi ça va les deux ensemble, comme les deux ça va se diviser, ou c'est comme les cultures qui naissent en ce moment, tout ça? Je pense que c'est libre à chacun. Après on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont un tel outil marketing qu'ils sont parfois difficiles à négliger. Après, c'est pas la seule chose qui remplit ta salle. À Paris, le bouche à oreille est exceptionnel. À Paris, t'as un bon spectacle, tu peux le remplir. Mais il y a le principe de les gens vont noter sur le site internet. Il y a un site Réduc où en fait t'as des réductions sur les billets, puis les gens laissent des commentaires. Et donc, si t'as des bons commentaires, les gens se fient aux commentaires. Qu'ils te connaissent ou qu'ils te connaissent pas, ils vont aller voir. Attends, lui, il y a des super commentaires, on va voir son spectacle, on va le découvrir. Et donc, ça fait que tu as des gens qui sont pas forcément connus, qui remplissent leur salle et le deviennent seulement par la scène. Après, on sait que regarde, si tu fais des belles vidéos sur YouTube, tu peux aller chercher, on parle de millions de personnes. Donc forcément, quand tu es dans une salle de 200, si tu as une vidéo qui a fait 2 millions de vues, tu vas ramener tes 200 personnes là-dedans. Donc c'est un outil marketing si puissant que je pense que ça vient un peu conjointement en ce moment avec le métier d'humoriste. Parce que regarde, ça te coûte pas grand-chose, c'est de la publicité qui coûte vraiment pas grand-chose. Et puis c'est efficace. Après, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Je pense que c'est deux métiers différents. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer que l'humour en vidéo est accompagné d'un montage qui est très difficile à reproduire sur scène. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être excellent dans les deux. Mais je pense que c'est pas parce que t'es bon sur scène que t'es bon en vidéo, et c'est pas parce que t'es bon en vidéo que t'es bon sur scène. Même si tu peux être bon dans les deux. Alors, je pose juste la question parce qu'on dirait que c'est comme ces deux. Les deux sont arrivés pratiquement en même temps, le stand-up ici et YouTube. Je me demandais si c'est vraiment comme quelque chose qui va suivre ou encore là, c'est vraiment juste des plaques techniques qui bougent. Puis dans quelques années, on va avoir découvert qu'est-ce que c'était tout ça, le plus vu ensemble en étant jeune ici. Ton commentaire, je sais pas que ça l'est. C'est juste que
c'est étrange que ça arrive, tu sais, mettons au Québec, le YouTube, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, je pense. Vraiment pas, tu sais, c'est encore normal. Gros, tu sais, c'est des affaires, c'est des bonnes vidéos YouTube, c'est comme ça. C'est l'esthétique YouTube carrément avec des jump cuts, des jokes qui sont comme ça, des petits sketchs avec des demi-costumes, genre une perruque ou juste un foulard. Ça marche énormément, mais au Québec, YouTube, c'est des tutoriels de maquillage. Pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est une autre affaire. C'est vrai que là-dessus, peut-être que ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel. Mais en même temps, regarde, c'est complètement en train de se développer. Mais le web montréalais, et peut-être que c'est pas moi qui suis complètement au courant, mais est en train de devenir riche. Oh, ouais. Ben, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont ouvert la porte. T'sais. Alex Roof, avec Pourquoi pas et Epic News, a ouvert la porte à. Ça se peut, tu sais, Alex Roof, il fait de la scène. S'il fait un spectacle, sa salle va être remplie parce que c'est une web star. Les gens font, je l'adore sur le net, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'en profite pour aller le voir sur scène aussi. T'sais. Ouais, et puis nous, regarde-moi, quand j'ai repris l'Abreuvoir, je passais après Mehdi Boussaïdan. Mehdi Boussaïdan qui avait plus que fait ses preuves à l'Abreuvoir, qui était adoré pour des raisons tellement justifiées. Moi j'allais dans cette soirée-là absolument tous les mercredis pour aller voir ce gars-là performer. Et au final il m'a donné l'Abreuvoir et je sors de là, je suis français et personne ne me connaît. Je viens de sortir de l'école. Mes 2 premières semaines, on a moins de public que quand il y avait Mehdi évidemment, mais on a quand même une base de public. Et là je sors une vidéo sur les Français, sur les Parisiens à Montréal qui fait 180 000 vues. Et la semaine où ça sort, c'était une vidéo que j'avais fait pour l'Abreuvoir, pour la promotion de l'Abreuvoir. On avait des gens à n'en plus finir et ça n'a pas arrêté depuis. Il y avait une queue ce jour-là, ça avait aucun rapport. Et là, ce jour-là, j'ai pondu un très bon show dont j'étais très satisfait et cette base-là de public en a parlé et depuis, ça n'a jamais arrêté. Donc ça reste un outil promotionnel pour ce qu'on fait qui est pas négligeable et ça fonctionne à Montréal. Ouais, non. Mais c'est juste, c'est en train de se développer, on voit des web-séries beaucoup arriver, mais... Ouais. Donc Backstage qui est incroyable. Backstage TV. Backstage TV, attends, Backstage TV. Quelle idée! Mais attends, c'est quand même, c'est fou quoi. Tu te dis, il y a des gens, ils sont en 2078. Très cool. Puis maintenant, tu vois les deux côtés, tu dis que ça, il y a... Mettons maintenant que c'est à Paris, est-ce que tu dis qu'au Québec, on est ailleurs, on est plus éduqué comme ça? Pendant temps ici, toi, tu veux apporter ça ici ou tu veux faire un pont entre les deux? Moi, je veux faire un pont entre les deux. Moi, il y a quelque chose que je trouve un peu dommage. Même franchement dommage, c'est que la France est pas, je trouve la France pas assez soumise à de la culture québécoise. En ayant vécu là-bas, j'ai vu des humoristes exceptionnels. J'ai vu moi regarde, on parle de Simon Leblanc, Simon Gouache, Adib Al-Khalidé, Mehdi Boussaïdan, Jérémy Dutemps, Phil Roy, François Bellefeuille, Mike Ward, Martin Matt. J'ai vu des humoristes exceptionnels qui ici, alors qu'on parle la même langue. Et puis il y a cette barrière de l'accent, mais c'est parce que les Français n'ont pas été soumis dans leur vie à beaucoup de Québécois. Et on a mis été en contact avec ça. Ils sont autosuffisants culturellement parlant. Moi ça m'a... Parce que 4 jours au Québec et je comprenais tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a pris une semaine, il y avait quelques subtilités, mais je comprends. Je sais pas si toi ça a été pareil, mais en une semaine, c'est bon, tu comprends tout. La première fois, tu dois t'adapter, mais une semaine, c'est bon. Donc s'il y avait certains programmes, si la France était plus soumise culturellement à la culture québécoise, il y a un pont qui serait magique à faire. Moi, je pense que la France aura gagné à avoir plus d'humoristes québécois et le Québec a gagné à avoir plus d'humoristes français. Mais y en a-tu ici? Tu sais, toi, mettons, ça fait un mois que tu fais les scènes ouvertes, les plateaux et tout. Aucun Québécois. Tu rencontres un Québécois? J'ai rencontré. Ah si, Sugar Sammy. Ouais. En ce moment, mais je suis tellement content. Je suis allé voir son spectacle. Au point virgule. Non, moi je l'ai vu au Café Oscar. Il venait rôder et tout. Moi j'adore ce gars-là. Il prend un pari de dingue. Il travaille comme un fou et tout.
Puis pareil, t'imagines le gars c'est une star de dingue, c'est une star de fou à Montréal, puis il vient ici, il fait des petites salles, il éclate tout d'ailleurs. Il éclate tout. Moi tout le monde qui me parle de Sugar Sammy, c'est en mode j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ok. Il arrive ici avec un niveau de stand-up que les gens voient pas ici. Et c'est très bien, et c'est le seul Québécois que j'ai eu l'occasion de côtoyer ici, si je ne m'abuse. Mais comme tu parlais, ouais, il y a quand même là-dessus quelque chose, il y a des blagues que je peux me permettre à Montréal en termes de style, que j'ai l'impression que je suis moins à l'aise de faire ici. Peut-être que j'ai peur, j'ai pas la confiance, mais que, en gros, depuis que je suis ici, je retravaille des choses que j'ai écrites depuis les 2 dernières années. Dans les 2 dernières années, j'ai écrit donc 2 spectacles de 1 heure, et là, j'essaie de tout mixer, parce que j'ai beaucoup écrit, mais j'ai pas pris beaucoup le temps de amener quelque chose à son maximum. Et donc là, je reprends tout ce travail-là, dans lequel j'ai une certaine confiance déjà, et je le retravaille tous les jours pour le rendre meilleur, afin de construire un spectacle dont je serais fier, qui mélange un peu les 2 trucs. Mais parallèlement, j'écris du nouveau qui, dans ma tête, est pour Montréal. D'accord. Dans le sens où j'ai fait le truc des perceptions dont tu parles ici, et les gens me regardaient comme ça. En mode, mais ce gars-là est complètement fou. Ce gars-là, et ça les faisait pas rire parce que il y a des étapes du stand-up avant d'arriver là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça prend des notions de stand-up. Le public doit avoir vu du stand-up dans sa vie pour apprécier cette œuvre-là. Et ici, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas ça. Et ça va arriver, et, évidemment. Mais c'est pas encore là. Et Montréal doit se dire, ok, il va ailleurs, ici, ils se disent, où est-ce qu'il va? Exact, exactement. C'est exactement ce que tu dis aussi à Montréal, c'est le public, ils sont à l'écoute de l'artiste qui vient te voir. Ici, quand on s'assied dans une salle et puis qu'il y a un nouveau qui passe, c'est plus fait nourrir. Tu vois, à Montréal, c'est plus qu'on t'écoute et puis on va rire aux blagues que tu vas amener, mais il y a un certain côté où on va écouter ton histoire, ce que ça nous dit, ce que tu peux nous apprendre sur la vie ou sur d'autres choses. Et c'est vraiment axé sur la joke. Vraiment la blague. Ouais, c'est vraiment, c'est du rythme. Tu vois, Roman, t'as fait la première partie de Vérino et puis que t'avais 15 minutes où il prend son temps, etc. Puis il a refait une première partie après où il a fait ce 15 minutes là en 8 minutes où il a saccadé avec plein de blagues, il a explosé, il a super bien marché. Au final, ouais, regarde, ça a été une très belle expérience. J'ai fait la première partie de Kian Kojandi, j'arrivais avec mon style à moi détendu et j'avais le sentiment que ça prenait pas autant que ça prenait à Montréal. Et là je me suis dit, j'ai vu cette chose de rythme et je me suis dit très bien. J'ai pris un autre 15 comme il dit, je vais dire ce 15 là en 8 minutes chrono. Et je suis arrivé et là ça a explosé. Tu as coupé ou seulement dans ton rythme? Dans le rythme. J'ai coupé certains trucs, j'ai coupé certaines lignes et j'ai tout. Et ça a été beaucoup plus puissant. Et ça je pense que c'est aussi quelque chose que je vais garder peut-être pour Montréal. Que je me dis, bah tu sais quoi, je pense qu'à Montréal aussi ça marche plus fort. Donc au final j'apprends énormément pour faire rire aussi Montréal en étant ici. Ça je posais la question d'aller plus loin en fait, c'est que t'en apprends ici, t'en as appris là. Est-ce que on a toute une volonté un peu, on sait jamais où est-ce qu'on s'en va en tant qu'humoriste, on apprend en faisant, puis c'est la scène qui nous dit un peu qu'est-ce qu'on va faire après ça. Mais on a toute une volonté d'aller plus loin. C'est moi en tant qu'humoriste, je veux être de plus en plus personnel, je veux être dans des zones plus dark de mon être humain, c'est vraiment des choses que j'ai de la misère à raconter à des gens un à un, mais que sur scène j'ai moins peur de les raconter, puis je trouve ça intéressant de faire ça. Sachant ça, ce pont-là, est-ce que tu veux être plus dans une efficacité ou tu veux apporter plus un message, plus une volonté? Moi, je veux faire les deux. Moi je veux amener, là où je suis content justement du numéro des perceptions dont tu parles, c'est le numéro dont je pense que je suis le plus fier à Montréal de ma vie, parce que déjà c'est le dernier que j'ai écrit, donc tu as souvent ce sentiment là, c'est le dernier que tu as écrit, c'est toujours souvent la pointe de ce que tu es capable de faire. Et puis je l'ai fait la dernière semaine avant de partir à Montréal, donc c'était très récent, et ça a super bien marché, et il y avait ça. Et puis j'adorais ça, j'ai un plaisir de fou parce qu'il y avait toute cette volonté de fond et d'idées, de réflexion que j'affectionne beaucoup, et puis il y avait l'efficacité comique, même si j'avais des longs setups, après j'avais des longues séances où là je les lâchais plus, et ça j'ai un peu plus de mal à le faire ici. Donc, mais ça c'est complètement mon objectif et je veux l'amener partout. Donc comme je te dis, j'écris là en ce moment un 3e spectacle dans cette énergie là. Ça d'ailleurs c'est des bouts qui sont des bouts pour le prochain spectacle. Et là j'écris des trucs, la semaine dernière j'ai écrit des trucs qui sont, je pense pas que je vais les jouer ici, et ça part dans des délires de fou. Mais ça j'ai l'impression que c'est des délires que Montréal me dirait, vas-y mec, on te suit mon gars. On a vu assez de blagues dans nos vies pour accepter cette proposition là. Alors qu'en France j'ai l'impression que il va falloir que les gens me connaissent beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire un peu, ça me prendrait du temps à arriver là. Mais je suis persuadé que c'est faisable par exemple, c'est faisable. Mais à Montréal je sais que je peux plus le faire. Et là, on rappe, parfait. Là tu vas faire là.
au Café Oscar le 11 novembre. Est-ce que c'est le même spectacle que tu as fait au Zoufest Comédia ou c'est les deux premiers que tu mets ensemble? C'est en fait un peu un troisième spectacle. Okay. Je reprends le concept de migraine et je prends des bouts de stand-up qui sont et de migraine et de là et des trucs qui ont été dans aucun spectacle. Cool. Et c'est des trucs où ici je me retrouve à essayer, tu sais, comme je te dis, je pars avec toute cette banque de blagues que j'ai, j'arrive sur scène, puis en fonction de ce qui se passe, j'en essaye, puis je vois qu'il y a des trucs que j'ai pas joué depuis 3 ans qui marchent. Genre là tout à l'heure il y a un truc que j'ai joué en impro plus ou moins, il y a quelqu'un qui m'a lancé sur un sujet puis j'avais des blagues dessus, j'ai pas joué ça depuis des années et ça a super bien marché. Et donc là je me dis bah attends mais je peux réutiliser ça, pourquoi c'est des blagues que je joue plus? Donc je vais un peu tout rechercher. Donc c'est un peu un troisième spectacle qui est un mélange de là et un mélange de migraine. C'est un peu un récapitulatif de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu, je viens présenter à Paris 4 ans de Montréal. Cool. Mais dernière question rapidement, là t'arrives ici en France, justement personne te connaît, t'arrives avec ton meilleur stock le plus possible. T'es-tu permis en un mois de faire du nouveau? Ou t'es encore dans du vrai travail justement? Je mets des nouvelles blagues sur des anciens numéros. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait je prends des numéros qui par exemple n'avaient pas de fin. Et là je trouve une fin. Okay. Donc ça c'est du nouveau, il faut que je l'essaye, tu vois, j'ai peur, je sais pas si ça va marcher. Et donc j'essaye des blagues dans d'autres trucs. Dans des trucs sûrs. Et sinon j'improvise beaucoup. Comme je suis dans des trucs où je suis assez certain des blagues, bah, je me permets au milieu. Genre hier au Café Oscar ensemble, la blague de YouTube, c'est quelqu'un qui tape chez toi et tout, et bah, c'est une blague que j'ai complètement improvisée, puis je vais la garder parce que j'ai adoré cette blague. Puis je sais où elle pourrait rentrer, je sais où elle. Donc au final j'écris du nouveau, mais d'une manière différente. J'arrive pas avec un set nouveau que j'essaie que je casse complètement, c'est je glisse du nouveau dans des trucs et puis j'écris du nouveau parallèlement, mais comme je te dis pour Montréal. Je me dis, je me laisse les 2 mois que j'ai, je peux m'écrire plein de stock où je me dis c'est juste de l'écriture mec, sans toi libre. Puis une fois que j'arriverai à Montréal, je me dis bon bah j'ai tout ça à essayer. Comment on le fait, tu vois? Comment j'en fais des numéros? Je pense que ça peut être. Je pense que en termes de travail, ça peut être une belle manière de le faire. Parfait. Bon ben Roman Tessinet, merci. Merci à vous les gars. Merci à Noam d'être venu. Merci à vous les gars. Gros. Puis là tu reviens à Montréal janvier? Ouais, alors je reviens à Montréal en janvier et en mars. Je sais pas si officiellement j'ai le droit d'en parler, mais tenez-vous à l'affût. Ça se peut que je sois sur scène dans un très cool cadre en mars. Donc, où je présenterai probablement un mélange de nouveaux et d'anciens, bref, un gros récapitulatif. C'est pour ça que j'écris beaucoup aussi, donc, mais en mars, tiens-toi au courant, il va se passer des choses. Noam, tu reviens aussi à Montréal bientôt? Demain. Demain? Ouais, demain. Bon ben tu diras bonjour. C'est cool, on fait un petit échange de... Ouais, c'est bien pour ça. Ben, merci les gars, super cool. Ben, merci à vous les gars. Plaisir. Coupe ça man. J'ai commenté que la nature c'est plus petit que la ville, pour être désagréable. Oui. Et là on m'a dit d'aller retourner pleurer en écoutant du Drake. Voilà ce qu'on m'a dit.